merci de votre présence, merci à l'organisation. Aujourd'hui, je voudrais rendre compte d'une approche corporelle et rythmique pour apprendre la multiplication à travers la musique. Bon, pour commencer, remontons à l'Antiquité. Pythagore observait les forgerons travailler et s'est aperçu que certains sons semblaient harmonieux. Et ces sons, justement, correspondaient à des relations mathématiques simples entre les masses des marteaux. Cette intuition a été ensuite approfondie à l'aide du monocorde et a fondé le solfège actuel. Cette expérience est une des multiples exemples des liens historiques et culturels qu'il existe entre mathématiques et musique. Bon, dans ce contexte, je me suis posé des questions comme est-il possible d'utiliser la musique comme support pour faciliter l'apprentissage de la multiplication à l'école primaire et quelles possibilités offre cette approche? Et pour aborder cette question, j'ai mobilisé la théorie de l'objectivation, ou TO, une approche socioculturelle développée principalement par Louis Radford. Cette théorie conçoit l'apprentissage comme un processus à la fois sémiotique, corporel et social, et qui m'a fourni aussi un cadre pour analyser les données selon une approche multimodale sémiotique. Bon. Et ces recherches, je les menées dans les cadres d'un postdoctorat, et un postdoctorat au Centre de laboratoire LDAR, et bon, qui s'est en train de définir, est une recherche intervention et à visée exploratoire. En fait, il s'agissait vraiment d'explorer des moyens justement pour apprendre la multiplication à l'école primaire à travers la musique. J'ai mené 2 expérimentations, une à Vrai-sur-Seine avec une classe de CO1, CO2 et une autre à Paris avec une classe de CO1. Bon. Par rapport au protocole, ça consistait d'abord à l'élaboration d'activités basées sur l'expérimentation musicale. Et on a mis en place une séance par semaine. Donc vraiment, le projet a été très axé sur cette exploration. Et les séances alors étaient conçues par moi, mais mises en place par ces enseignantes des classes que j'ai dit tout à l'heure, et dans la plupart des cas. On avait des discussions régulières toutes les semaines pour mettre en place des ajustements et discuter en fait les objectifs d'apprentissage, etc. Et bon, les séances ont été enregistrées avec 2 caméras et avec un dictaphone selon s'il y avait des travaux en groupe d'élèves. Alors justement, comment j'ai développé cette approche didactique par la musique? Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de recherches. Et bon, parmi les existants, il y avait déjà cette idée d'utiliser les rapports de la valeur temporelle des notes pour apprendre les fractions. Donc, et sur cet appui, je pensais alors à développer cette approche, en fait, à faire apprendre la musique par la mesure et à partir des relations entre durées. Par exemple, ici, une blanche est 2 fois plus longue qu'une noire. Pardon, une ronde 2 fois plus longue que 2 blanches. Mais on n'a pas utilisé les notes. On s'est basé sur la pulsation, que c'est une suite régulière d'événements qui organise les temps musicaux, et les temps comme la durée des intervalles qui sont délimités par la pulsation. Bon, je vais vous présenter un exemple de séquence très sommairement, et qui a par titre Caravane dans les déserts. Bon, cette séquence a été composée par 2 séances et a été mise en place lors de la 2e expérimentation, alors avec la classe de CE1, et elle avait par objectif l'exploration des doubles. Et c'est moi qui ai agi comme intervenante. Bon, et j'ai alors utilisé cette chanson instrumentale d'inspiration Moyen-Orient à laquelle j'associe cet imaginaire des caravanes dans les déserts. Lors de la première séance, un travail de contextualisation a été réalisé autour du mot caravane, compris comme un mode de déplacement collectif.
Ensuite, sur une plateforme gratuite appelée BandLab, j'ai introduit 3 rythmes à la chanson marqués par 3 sons de percussions différents, associés à la fois à 3 animaux différents. Donc, il y avait cette pulsation, la pulsation de référence associée à l'humain, les rythmes du dromadaire 2 fois plus longs, et le rythme de l'éléphant 4 fois plus long. Donc, bon, ici, je vais vous montrer un extrait de la 12e science où on cherchait connaître les rapports de vitesse parce que dans la première science, on ne connaissait pas les rapports. On ne savait pas que l'éléphant, c'était 4 fois plus long que l'humain. Et donc, ici, on va mettre à preuve une hypothèse d'un élève qui disait que le dromadaire, que chaque pas de dromadaire durait 2 temps et que chaque pas de l'éléphant durait 3 temps. Et Et bon, maintenant, je vais vous présenter quelques éléments d'une analyse a priori d'une des tâches mathématiques proposées dans la séquence. La tâche est la suivante. Quand le dromadaire fait 4 pas, combien de pas fait l'humain? Bon, la réponse attendue, c'est 4 pas. Et parmi ces stratégies, par exemple, on pourrait d'abord déterminer la durée de 4 pas du dromadaire pour savoir combien de pas fait l'humain. Donc, on a une approche que c'est par itération de temps, de 2 temps, c'est faire 2, 2, 2, 2. Et ça, bon, on peut le faire par dénombrement, on peut le faire par calcul mental ou par calcul posé. Et on a une autre stratégie qui est plus sophistiquée, que c'est de dire, alors, ça, je ne sais pas comment ça marche. Bon, c'est pas grave. Et bon, que ces deux-là, c'est de dire que chaque pas de dromadaire, c'est 2 fois plus long que les pas de l'humain, donc la durée va être 2 fois celle de la durée de l'humain. C'est un peu subtil quand on est adulte, mais en gros, vous voyez, c'est la différence de faire 2, 2, 2, 2 au 4, 4. Et bon, je vais vous montrer quelques extraits de la science. Ah, bon, ah non, c'est bon, on est bien dans les temps. Bon, ici, alors, moi, j'ai introduit la tâche et, bon, comme il n'y avait pas de réponse immédiate des élèves, bon, j'ai fait cette intervention. Bon, vous voyez que ici, ça a été alors une sorte de reconstruction des pas du dromadaire où il y a la mobilisation des différents registres sémiotiques. Déjà, vous voyez qu'il y a les traits au sol qui laissent une marque des pas. Il y a les rythmes, il y a la continale orale où il y a la correspondance entre les pas et les 2 temps. Bon, il y a aussi des autres gestes, il y a les flexions et il y a les gestes digitaux aussi qui sont coordonnés. Bon, quelques instants plus tard, un élève intervient. Bon, ça fait 8 pas qu'elle répète avec conviction. Après, elle exprime son raisonnement.
Et ici, vous voyez que c'est intéressant que, bon, lorsqu'elle développe son raisonnement, il y a aussi des autres élèves qui interviennent. Ici, alors, vous voyez qu'elle procède par cette stratégie d'itération des temps, des durées, et qu'elle coordonne alors sa digitation des doigts avec son intonation. Et vous voyez qu'il y a aussi un rythme dans la continue. Puis elle passe devant la classe pour réexpliquer ses idées. Et oui. Et alors, vous voyez que ici, alors, il y a un autre signe du point de vue sémiotique qui s'ajoute, que c'est justement chaque pas. Mais bon, vous direz, c'est bon, en fait, les élèves ont saisi la question, mais en réalité, ce n'était pas comme ça. En fait, après, j'ai reposé la question, j'ai reposé avec des autres nombres, mais les élèves continuaient à hésiter, parfois disaient « Ah, il fait 8 temps, 8 pas, 4 temps ». Donc après, j'ai poser cette question, si les dromadaires fait 3 pas, combien en fait l'humain? Et voyons, on va voir ce qui s'est passé. Oui, c'est le dromadaire. Oui, pourquoi? C'est toujours les doubles, mais très bien. Donc là, vous pouvez les faire très vite. Voilà, ça fait les doubles. Donc là, vous allez me répondre très vite. Quand le dromadaire fait 8 pas, combien de pas l'humain? Donc voilà, après, voilà, vous avez vu, bon, ici, il y a plein de choses qui sont mises en jeu. Et déjà, vous voyez que cette activité permettait que le rythme, on peut, entre guillemets, remplace ou signifie les quantités, parce que justement, après, c'était pas 1, 2, c'était des façons de signifier le rythme. Et ici, vous voyez que dans la discussion, on a commencé avec cette stratégie d'itération pour ensuite passer petit à petit à la stratégie qui finalement, c'est une propriété de quantité. Pour finir, quelle potentialité pourrait avoir ce type d'activité déjà? La danse semble constituer une expérience expressive, esthétique partagée où les élèves s'impliquent. Possibilité d'impliquer complexité variée des raisonnements. Et bon, on ne l'a pas vu ici, mais il y a des élèves qui simplement comptent les traits. En fait, voilà, avec pas beaucoup d'éléments pour construire un raisonnement plus complexe et pour arriver à ce type d'idées. Et aussi, un autre aspect intéressant, c'est que les percussions corporelles peuvent faciliter une mise en récit des rythmes, des durées et des nombres. C'est-à-dire, les rythmes peuvent fonctionner vraiment comme un support sémiotique pour l'élaboration des idées. Et puis, quelques perspectives, les raffinements du dispositif. Je pense qu'il peut aussi être intéressant d'utiliser des autres formes d'expression.
comme la narrative et le théâtral. Et aussi, après, mettre en place des analyses sémiotiques plus fines pour savoir vraiment quand il y a des gestes, par exemple, quand on suit la chanson, si après ces gestes sont repris pour l'élaboration des idées mathématiques. Bon, merci pour votre attention. Merci Paola. Donc des questions. Hop. Maria Szilard, masterante ici à l'INSEAD. Merci pour la présentation. Je trouvais très intéressant cette interdisciplinarité. Je pense que c'est une bonne entrée pour l'éducation artistique et culturelle. Et je me demandais le contexte de ce projet de recherche, de ces dispositifs. C'était une commande ou comment est-ce qu'il a commencé? Quel est le contexte pour vous? Ça a commencé cette recherche et la question c'était après comment ça peut continuer. Tu as parlé un peu déjà de perspective. Merci. Merci. Bon, déjà, comme je disais par rapport au cadre théorique, moi je conçois l'apprentissage comme un processus social et sémiotique, éthique, etc. Donc, j'avais l'intérêt, déjà, d'utiliser la musique pour avoir un support pour développer des conceptualisations profondes, complexes de la multiplication. Bon, et là aussi, je pourrais dire beaucoup de choses parce que, bon, en général, pour aborder les nombres à l'école, il y a deux approches. Il y a une base sur la théorie des ensembles qui est à nos jours la base des programmes, mais il y a aussi une autre façon de faire, et là, je m'appuie notamment sur les recherches d'une des co-encadrants, Christine Chambry, que c'est au moyen de propriétés de quantité. Donc ici, justement, l'idée, c'est d'utiliser la musique pour parler de durée. Et bon, et ça, d'un côté. Mais de l'autre côté aussi, j'ai trouvé que la musique pouvait être un moyen intéressant pour avoir des autres types de participation en classe. Et par exemple, là, on ne l'a pas beaucoup vu, mais par exemple, ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça n'a pas trop marché en termes de coordination, mais justement, je pense que des activités et des synchronisations d'élèves peut être très intéressant parce que ça engage aux participants à être responsables du produit et en même temps que les produits de cette création, c'est partagé. Voilà, ça un peu par rapport à mes intérêts et par rapport aux perspectives. Bon, comme j'ai dit, là, j'ai essayé quelques perspectives, mais voilà, je pense qu'il y a des explorations des autres sciences. Bon, déjà les faire avec des autres enseignantes, parce que bon, finalement, comme je disais, dans ce projet, c'était surtout mettre en place beaucoup de séances et voir qu'est-ce qui ça marche, qu'est-ce qui ça n'a pas marché. Bon, je pense que ça a marché. Donc, de le voir dans d'autres contextes. Et aussi, justement, par rapport à la coordination, je pense que j'aimerais bien plonger aussi sur cet axe. Parce que, bon, après, il y a un autre aspect aussi que, par exemple, quand il y a la pulsation et les élèves suivent la pulsation. Et bon, c'est impressionnant de voir comment, au moment qu'une majorité suit la pulsation, ça, pour moi, vraiment agit comme aussi un dispositif sémiotique, mais qui c'est d'autre ordre. Parce que vraiment, c'est beaucoup plus facile de suivre la pulsation. Pour un individu, c'est plus facile de suivre la pulsation quand il y a plein de personnes qui suivent la pulsation. Et voilà, ça contagie de certaine façon. On va passer à la deuxième question et après, il y en a une autre. Ignacia Roquant, je suis enseignante
Je voulais te remercier pour cette présentation, que c'était très intéressante. Là, il y avait une autre dimension que je voulais savoir si tu avais contemplé de la considérer dans tes études. C'était l'engagement des élèves pendant cette activité, parce que ce que j'ai observé dans toutes les vidéos que tu nous as montrées, c'était qu'ils s'étaient penchés dans leur table et à regarder avec un intérêt, et même leur langage corporel. Ça parlait d'un investissement que je ne sais pas si on aurait vu, si on aurait appris les mêmes contenus, mais d'une façon un peu plus théorique, un peu plus avec les symboles mathématiques et des dessins qu'on pourrait faire, mais au tableau, il y avait vraiment là un aspect d'un engagement au 100%, on voudrait dire. Donc, est-ce que tu as considéré d'engager, je ne sais pas si on pourrait les mesurer, mais les considérer dans le résultat de la pratique? Oui. Bon, à ce moment-là, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment analyser les données en profondeur. Mais comme je disais tout à l'heure, dans mon approche théorique, l'apprentissage est un phénomène social. C'est-à-dire que l'apprentissage a ce côté de rencontre avec les savoirs, mais en même temps de subjectivation. Et justement, dans cette subjectivation, que c'est les positionnements sociaux envers les autres et les relations sociales, dans cette théorie, il y a l'idée de la promotion d'une éthique communautaire qui est basée sur la responsabilité des autres, l'implication, etc. Alors, pour moi, cette question sont de cet ordre, justement. Et je trouve, pour moi, très important, justement, de prendre en fait cette possibilité de l'art de la musique, oui, pour avoir des savoirs plus solides, mais aussi comme façon de se rapprocher aux autres. Merci, je crois qu'on a le temps d'une dernière question, j'espère. J'espère. Merci beaucoup. Oui, alors je vais tout de suite présenter ma question comme étant du côté musical et pas du tout du côté didactique. Je suis compositeur et donc c'est mon lot. Je voulais un peu contester cet aspect du musical que tu présentes, parce que plus que du son, ce que je vois traiter, c'est la représentation qu'on a culturellement beaucoup en musique occidentale, de représenter le temps d'abord comme strié, ce qui n'est pas nécessairement, hein, peut être lisse, et puis d'être mesurable par répétition du même, ce qui n'est pas non plus nécessaire, ni indispensable, voilà. Et donc ce qu'on a appris au fil du temps, et ça n'a pas toujours été le cas, c'est à mesurer des espaces de temps égaux. Et ça, c'est par imitation, enfin, avec l'espace, qu'on s'est mis à mesurer le temps comme ça. Mais ça n'est qu'une représentation, en vrai. Ce n'est pas la musique. Et l'écriture musicale n'est pas la musique. La musique, c'est du son. Donc là, ce que je voyais faire les élèves, c'était plutôt une mesure géographique d'espace parcouru, et c'était certainement très efficace, hein, je ne conteste pas cet aspect-là. Mais je suis un peu dubitatif sur le plan musical de cette proposition. Voilà, c'est vraiment purement formel. Donc, bon, déjà, merci. Oui. Non, c'est pas grave. Merci. Bon, déjà, il faut dire que je ne suis pas musicienne. J'ai eu des expériences de musique et je ne suis pas musicienne, déjà. Oui. Et oui, non, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas si je peux faire une réponse courte, parce que en fait, l'idée que la musique n'est pas nécessairement pulsée, c'est de même que la quantité, ce n'est pas forcément exprimé comme une unité. Et je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on avait aussi fait des expériences avec des sons. Que, bon, je ne pourrais pas non plus peut-être les appeler comme expérience musicale. Même le son n'est pas nécessairement de la musique. Voilà. Oui, peut-être. Après, oui,
et peut-être justement, c'est pas forcément mon sujet de questionner qu'est-ce que c'est la musique. C'est pour ça que la question est un peu biaisée. Oui. À votre propos, mais par contre, peut-être qu'il faudrait que vous ayez une réflexion par rapport à cette musicale. Je crois qu'il y a une dernière question, pour le coup, Bon. au fond de la salle, qui va, à mon avis, être en lien avec la précédente. Oui, mais sinon, bon, on peut échanger après, parce que ça m'intéresse. Merci. Bonjour, et on m'a dit de vous remercier pour votre présentation. Voilà. C'est important. On ne l'a pas fait tout à l'heure, c'est gênant. Mais voilà, merci. Non, juste une question poil à gratter, mais parce que j'ai suivi votre communication qui est très intéressante, et où on revoit en effet le rapport durée-musique. Ça reste à voir, mais enfin bon, voilà. Qu'est-ce que l'on fait des enfants qui n'ont pas de process de syntonisation? Comment vous vous débrouillez avec ça? Bon, ça arrive. Même si, après de quelques séances, les élèves acquièrent plus de compétences pour suivre, par exemple, une pulsation. Bon, déjà, les buts de ces séances, le premier but, c'est pas musical. Voilà. Donc, par exemple, comme on voyait avec cette chanson, et on avait cette expérience avec la chanson, mais justement, je pense qu'avoir une expérience, pour moi, c'est avoir, par exemple, cette expérience avec ces sons, c'est quelque chose de l'ordre d'une expérience musicale. On s'appuie sur ça pour après aller complexifier les raisonnements et mettre en place, oui, des activités qui peuvent utiliser la synchronisation, mais oui, l'idée que c'est pas un requis pour quand même pouvoir mener des idées mathématiques, c'est-à-dire si les élèves, par exemple, comme on a vu dans l'exemple que j'ai montré, ne sont pas coordonnés, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est là que c'est intéressant. Ces enfants qui n'ont pas de synchronisation, comment peuvent-ils arriver à faire des mesures? C'est ça qui est... Oui. Comment arrivent-ils à faire les calculs de leur communauté? Ils peuvent arriver, par exemple, dans ces calculs, en mettant en relation, en fait, voilà, cette double. Peut-être je ne me cale pas bien avec les doubles, mais déjà, si j'essaye, par exemple, d'avoir un contrôle, j'essaye de faire déjà un mouvement qui dure plus longtemps. En fait, c'est quelque chose qui est aussi intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de niveaux de complexité qui peuvent accompagner au mouvement. Merci Paola, je pense qu'on peut la remercier. Voilà.